Pour survivre dans le monde sauvage, vous devez fournir de très gros efforts. Certains animaux comptent sur des crocs acérés et des pattes rapides. D'autres en revanche, maîtrisent les moyens de défense fatale. Que peut-il se passer si vous entrez de toute façon sur le territoire de quelqu'un d'autre? Je parle du territoire des fourmis. Ils commenceront à tirer toutes sortes d'armes à feu. Oui, les fourmis n'ont pas encore inventé l'artillerie, mais elles ont quelque chose de mieux. Vous avez probablement entendu parler de l'acide formique. Ce n'est pas de l'acide sulfurique bien sûr, mais cela peut quand même être une très bonne arme. Voici comment cela fonctionne. L'abdomen de la fourmi forestière rouge contient une glande toxique qui libère de l'acide qui passe à travers un conduit vers un réservoir spécial où il est stocké jusqu'à ce qu'en cas de nécessité. Dès qu'un danger potentiel tel qu'un prédateur s'approche de la fourmilière ou des fourmis elles-mêmes, l'artillerie tire une volée d'acide. Vous auriez tort de penser que ces petites créatures sont totalement inoffensives. Une fourmi tire de l'acide d'un trou près de la pointe de son abdomen qu'elle peut utiliser pour viser l'ennemi. Bien sûr, ce n'est pas une précision de tireur d'élite, mais il y a beaucoup d'insectes. Dans la nature, la vie d'un seul individu n'a pas d'importance. Ce qui compte le plus, c'est la survie de la colonie entière. Les fourmis se comportent comme un seul organisme capable de résister à l'attaque de n'importe quel prédateur, même celle d'un ours. Les insectes semblent assez minuscules, mais pour y arriver, les prédateurs doivent surmonter un épais nuage de vapeurs acidiques qui corrodent les muqueuses. Personne ne voudrait aller plus loin dans une situation comme celle-là sans doute. Mieux vaut trouver de la nourriture plus coopérative. Les lézards à cornes ne conviennent certainement pas comme une telle nourriture. Ces animaux ont tellement de mécanismes de défense différents contre les ennemis qu'ils sont moins susceptibles d'être le dîner de quiconque. Ces mécanismes de camouflage dans des mouvements rapides en zigzag mettent facilement l'ennemi dans un état de confusion totale. Parfois, ces lézards se gonflent eux-mêmes pour paraître plus gros et plus impressionnants, donc effrayer l'ennemi. Mais le plus étonnant est leur capacité à éjecter leur propre sang sur l'ennemi. Dans une situation désespérée, le lézard à cornes peut projeter du sang du coin des yeux à une distance allant jusqu'à 5 mètres. Pas exactement ce que vous attendez de n'importe quelle créature vivante, je suppose. Pour ce faire, le lézard bloque une partie du sang circulant vers la tête. Il y a une augmentation de la pression artérielle qui fait éclater les minuscules vaisseaux sanguins autour des paupières. Le lézard à cornes doit se faire un peu de dégâts pour engager ses super pouvoirs apparemment. Toute cette performance crée la confusion chez le prédateur et le goût du sang du lézard est souvent désagréable. Cela peut même être toxique, surtout si elle entre dans la bouche d'un membre de la famille des carnivores. Cependant, les éjections de sang n'ont aucun effet sur les oiseaux. Ainsi les lézards à cornes peuvent facilement devenir la proie des oiseaux. Si les lézards à cornes étaient des animaux sociaux et vivaient dans l'eau, ils pourraient former une sorte de boule d'appât. C'est un phénomène durant lequel de petits poissons s'agglutinent dans un immense banc sphérique, et pas dans le but d'invoquer le diable bien sûr. C'est une dernière mesure à laquelle certains petits poissons ont recours lorsqu'ils sont menacés par des prédateurs. C'est par exemple ainsi qu'agissent les sardines. Ce comportement instinctif est un mécanisme de défense, car les individus isolés ont plus de chances d'être mangés que les poissons en grand groupe. Si la même boule d'appât de sardine peut atteindre 10 à 20 mètres de diamètre et descendre à une profondeur de 10 mètres, imaginez la taille de la chose. Mais les boules d'appât sont de courte durée et existent rarement plus de 10 minutes. Elles se désintègrent rapidement en individus séparés. Cependant, vous ne pouvez pas dire que les prédateurs voient une boule de poisson en rotation devant eux et se retournent, puis continuent leur schéma. Eux aussi se sont adaptés. L'espadon par exemple attaque le banc de poissons à grande vitesse pour tuer ou étourdir sa proie, puis se retourne et revient manger sa prise. D'autres poissons utilisent leur queue ou attaquent strictement verticalement en tournant sur leur axe et en saisissant tout ce qui nage. Les baleines ouvrent simplement la bouche brusquement, se rapprochant de la balle d'appât. Leur talent de chasseur mérite une vidéo séparée. Donc si vous le voulez, faites-le nous savoir dans les commentaires. Vous savez, plus la créature est petite, plus elle invente des moyens de défense bizarres et inédites. Le pluvier à collier peut difficilement être appelé un grand oiseau. En fait, ils ne sont pas plus gros qu'un moineau, et pèsent environ 40 grammes. Mais même dans de telles conditions, ils ont appris à résister aux prédateurs. Les pluviers à collier n'essaient pas d'attaquer en premier ni même de se camoufler. Ils se détournent du danger pour sauver leurs petits. Si un ennemi s'approche, l'oiseau adulte fait semblant d'avoir un problème avec ses ailes, et s'éloigne du nid, détournant ainsi la menace. Il prétend être si gravement blessé qu'il deviendra une proie facile, et lorsque le prédateur est suffisamment éloigné du nid, l'oiseau décolle, et plus tard retourne à ses œufs. Je me demande combien de fois cela fonctionne avec le même prédateur de suite. Distraire l'ennemi est une stratégie comportementale assez compréhensible, mais cela ne se trouve pas seulement chez les oiseaux. Les araignées Sebrenur chambergi sont considérées comme uniques, parce qu'elles sont les seules à se cacher de leurs ennemis comme ça. Cette espèce d'araignée ne vit qu'au Maroc,
Et contrairement à leurs parents de Namibie, cette araignée en cas de danger peut dévaler les dunes de manière triviale. Et elles utilisent tout simplement ses propres jambes pour cela. Et peut rouler non pas seulement vers le bas, mais aussi vers le haut et même contre le vent. C'est une araignée ninja ou une araignée gymnaste. À vous de choisir le terme que vous préférez. Se déplaçant à une vitesse de 2 mètres par seconde, l'insecte se déplace 2 fois plus vite que la course traditionnelle. Juste ce dont vous avez besoin quand une autre araignée serpougo ou un humain apparaît soudainement à proximité. À propos, la découverte de cette espèce a influencé les développements en biomimétique qui ont abouti à un robot expérimental qui se déplace de manière similaire. On pense que ce robot peut être utilisé dans l'agriculture, au fond de l'océan ou même sur Mars. En bref, peu importe où ça roule. Et tandis que nous parlons de toutes sortes de créatures rampantes, voici les vers à ruban. Les vers à ruban semblent être une sorte de parents terrestres très éloignés de Venom. Lorsqu'ils sont pressés, ils crachent ce qui ressemble à un dépôt gluant blanc qui prend immédiatement vie. En fait, ce n'est pas seulement de cela, c'est l'un des organes internes utilisés lors de la chasse. Normalement, les vers à ruban tordent leur probiscus pour attraper leur proie. Le dépôt gluant qui le recouvre paralyse la proie. Il ne reste plus qu'à tirer et à le manger. Mais parfois, les vers à ruban utilisent le même principe pour se défendre contre les prédateurs. Principalement parce que certaines espèces ne peuvent rien faire d'autre. Maintenant, retournons sous l'eau. Regardez ce crabe, et plus précisément ses griffes. Ces choses ressemblent à des gants de boxe, qu'il porte tout le temps. Bien sûr, comme c'est généralement le cas avec la nature, ce genre de choses n'aurait pas pu apparaître tout seul. À proprement parler, ces minuscules créatures sont appelées crabes boxeurs, et il tient dans ses griffes une anémone de mer. Cette forme de cohabitation entre différents organismes, également bénéfique pour les deux parties, est communément appelée mutualisme. Les crabes boxeurs n'utilisent que 3 espèces d'anémones, qui ont apparemment été sélectionnées en cours d'évolution. Pendant la chasse, le crabe s'immobilise dans le fond environnant. Quand sa proie nage, elle l'attrape avec ses griffes inhabituelles, et chacun des animaux se met à manger. Sans anémone de mer, le crabe serait voué à mourir de faim. Ses griffes sont trop délicates, et il est incapable de se nourrir. En plus d'obtenir la nourriture, l'anémone de mer aide le crabe à se défendre de son ennemi. Toutes les espèces vivantes sur les griffes de l'anémone de mer sont vénéneuses. Cependant, au cas où le crabe ne trouve pas d'anémone de mer convenable, il utilise des débris d'autres coraux ou éponges. Ce n'est pas si cool, mais c'est mieux que rien. Tandis que dans une partie des océans du monde, de petits crabes agitent des coraux pour repousser les attaques de poissons. Ailleurs, dans les eaux douces, il existe des anguilles électriques. C'est peut-être l'une des espèces les plus connues utilisées pour les intimidations. Contrairement aux 2 premières anguilles, il faut vraiment craindre celle-là. L'anguille électrique étourdit ses ennemis, avec une décharge électrique allant jusqu'à 600 volts. Il possède des organes spéciaux composés de nombreux plaques électriques. Ce sont des cellules musculaires modifiées entre les membranes desquelles se forment les différences de potentiel. Les organes occupent les 2/3 du poids corporel de ce poisson. Et oui, l'anguille électrique n'est pas liée aux talons ordinaires. C'est plutôt un poisson-chat très électrifié. Dès qu'une anguille est attaquée par un prédateur, ou qu'elle a besoin d'étourdir sa proie, les cellules de l'organe produisent une décharge électrique. Et croyez-moi, ce n'est pas quelque chose que vous voulez ressentir du tout. Aujourd'hui, il y a quelques cas connus de décès après une rencontre avec une anguille électrique. De plus, de nombreuses décharges peuvent entraîner une insuffisance respiratoire ou cardiaque pouvant entraîner la noyade d'une personne même en eau peu profonde. Mais l'un des moyens d'autodéfense les plus étranges, et probablement les plus effrayants, est utilisé par les abeilles japonaises. Le principal ennemi de ces insectes sont les frelons, qui attaquent et ravagent les ruches. Un groupe de 30 frelons est capable de détruire une ruche entière de 30 000 abeilles en 3 heures environ. Mais les abeilles aussi ont appris à se défendre. Quand le premier frelon s'approche de la ruche, les abeilles ouvrières se précipitent et laissent le passage ouvert, permettant au frelon de se faufiler. Une fois que le frelon est à l'intérieur de la ruche, les abeilles entourent l'ennemi en formant une boule d'environ 500 abeilles. Il devient possible pour le frelon d'y sortir. Les abeilles composant ce ballon utilisent leurs ailes pour pousser l'air réchauffé par leur tension musculaire à l'intérieur de sorte que la température autour du frelon s'élève souvent à 47 degrés. Et comme la température maximale qu'un frelon peut supporter se situe entre 44 et 46 degrés, le prédateur meurt littéralement cuit au four dans une boule d'abeilles. Ces derniers par contre sont capables de résister à des températures allant jusqu'à 50 degrés et restent donc parfois indemnes. Ils doivent probablement être très fiers d'eux-mêmes.